Sous. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tour du monde de l'actualité économique. Voici le sommaire. Les devises étrangères sont utilisées de façon abusive au Nigeria. C'est un constat de la Banque fédérale nigériane. Les défilés anti-austérité se multiplient en France. Des milliers de personnes étaient dans les rues jeudi pour dénoncer la politique du gouvernement français. Enfin, les cultivateurs de pommes luttent pour leur survie en Moldavie suite à l'embargo russe. Et pour ouvrir ce journal, rendons-nous tout d'abord en Algérie, au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. C'est à travers cette compilation signée Génial Afouda. En Algérie, le cadre juridique régissant le fonctionnement de la bourse d'Alger devrait être révisé avant la fin 2015. Ceci dans le but d'y introduire des mesures visant à inciter les entreprises à rejoindre le marché boursier. Cette réforme prévoit des allègements fiscaux pour les sociétés voulant rejoindre la cote de la bourse d'Alger ainsi que la prise en charge d'une partie des frais de leur introduction. Les modifications porteront également sur la densification du contrôle, l'obligation d'information sur les performances des sociétés cotées et le durcissement des sanctions pour le non-respect de la réglementation. Au Bénin, près de 80% des emplois et des entreprises ne sont pas déclarés. La croissance est en hausse, l'inflation en baisse, les infrastructures se développent. Pourtant, le secteur privé stagne et la pauvreté s'aggrave. En cause, le secteur informel qui plombe les résultats économiques. En 2014, le produit intérieur brut a connu une croissance de plus de 5,5% contre 2,5% en 2010. Les prix à la consommation reculent grâce à de bonnes récoltes et à la chute des cours du pétrole. L'inflation était inférieure à 1,7% l'an dernier et devrait se maintenir sous la barre des 3% en 2015. La société de distribution des eaux de la Côte d'Ivoire a vu son résultat net progresser en 2014 pour atteindre 3,1 milliards de francs CFA contre seulement 2,4 milliards de francs CFA en 2013. L'entreprise a obtenu ses performances grâce à une belle progression des revenus des services rendus et travaux effectués qui sont passés de près de 30 milliards de francs CFA à 35,2 milliards de francs CFA d'un côté. Parallèlement, la SODECI est parvenue à maîtriser ses coûts d'exploitation qui n'ont été sur la période que de 83,2 milliards de francs CFA contre 101,1 milliards de francs CFA en 2013. L'entreprise a décidé de distribuer un dividende global de 3 milliards de francs CFA en hausse comparé à 2,3 milliards de francs CFA distribués pour l'exercice 2013. Sur le marché financier de l'UEMOA où l'entreprise est cotée, son titre a toutefois reculé de 4%, cumulant ainsi un recul de 31% depuis le début de l'année. Au Cameroun, la société Fafensa envisage de se lancer dans le tricotage et la confection. Elle exerce depuis plus de 2 décennies dans la filature du coton pour la production du fil à tricoter, vendu sur le marché camerounais et les pays de la CEMAC. L'entreprise vient de consentir d'importants investissements dans l'acquisition des machines destinées au tricotage et la confection en vue de produire de la layette pour bébés, un marché actuellement détenu par les importations chinoises. Fafensa, qui produit annuellement 240 tonnes de fil à tricoter et revendique un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de francs CFA par an, envisage non seulement de diversifier la production, mais aussi d'accroître de 15% ses ventes sur le territoire camerounais sur le moyen terme et d'augmenter ses exportations de 30 à 60% dans les pays de la zone CEMAC. Au Nigeria, l'usage abusif des devises étrangères a des conséquences fâcheuses sur la monnaie locale de Naira. Face à cette situation, la Banque fédérale nigériane invite les citoyens nigérians à éviter d'utiliser ces devises étrangères dans leurs différentes transactions. Plus de précisions dans ce reportage signé de notre correspondant sur place, Abdoulaye Issa. La Banque fédérale nigériane, CBN, a prévenu les concitoyens de ce pays le plus peuplé de l'Afrique d'éviter d'utiliser les devises étrangères dans leurs différentes transactions à l'intérieur de ce pays.
La Banque fédérale ayant constaté l'usage abusif des devises étrangères telles le dollar américain, ce qui est d'ailleurs contraire aux règles de ce pays, risque de porter un coup à son économie. Le Nigeria, première puissance économique de l'Afrique, peine à sortir de cette descente depuis quelques mois qui a vu la devise de ce pays, le naira, chuter. Ce qui n'est pas sans conséquence sur certains secteurs clés de la vie, tels le transport avec la flambée du prix du carburant à la pompe. Youssouf Tiarili, vice-président des cambistes à l'aéroport international Murtala Mohamed de Lagos. Le Nigeria joue un rôle important dans l'économie de la sous-région et ce qui nous arrive aujourd'hui était prévisible. L'État ne nous aide plus et à des moments donnés, les autorités préfèrent donner le marché à des proches et vous savez, la corruption est présente. Il n'y a pas question de Dieu ou mon frère dans les affaires au Nigeria. Beaucoup parmi nous préfèrent aller dans le black market. Direction maintenant la France. 4 syndicats ont initié jeudi un grand défilé national à Paris pour dire stop à l'austérité et au blocage des salaires. Ce grand défilé fait suite à d'autres manifestations qui ont rassemblé plusieurs milliers de personnes en région dans la matinée de ce même jeudi. Grand défilé ce jeudi après-midi à Paris. À l'appel de 4 syndicats, plusieurs milliers de personnes ont battu le macadam de la place d'Italie en direction des Invalides. Leur mot d'ordre, dire stop à l'austérité et plaider pour des politiques alternatives à celles du gouvernement français et du MEDEF. Aussi, les manifestants réclament-ils une révalorisation des salaires, la réduction du temps de travail, le développement de l'emploi et la protection sociale. Dans la matinée de ce jeudi, des dizaines d'autres grands défilés ont été notés en région. À Toulouse, 8000 personnes étaient dans les rues, contre 5000 à Rouen, 3000 à Nantes et 2000 à Tours, selon les organisateurs. Direction maintenant la Moldavie, où les fermiers qui sont frappés par l'embargo russe luttent pour survivre. Dans ce ex-pays d'Union soviétique considéré comme le plus pauvre du continent européen, eh bien, les cultivateurs de pommes sont particulièrement atteints par l'interdiction venue de l'Est. Konstantin Fokulitsa produit des pommes et aujourd'hui cet agriculteur moldave s'inquiète. Presque toute sa production était destinée au marché russe. Mais en juillet, Moscou a imposé un embargo sur les importations de fruits et de conserves moldaves. Une sanction contre la Moldavie, coupable aux yeux de la Russie d'avoir signé un accord d'association avec l'Union européenne. On s'est retrouvés du jour au lendemain avec la récolte dans les champs, soumis à l'embargo. On a dû chercher des nouveaux marchés, se faire de nouvelles connexions, et cela a pris du temps et a beaucoup pesé sur les prix. Pour Constantine, les revenus ont l'année dernière à peine couvert ses dépenses. Pour l'ensemble de la Moldavie, le pays le plus pauvre d'Europe, essentiellement agricole, les pertes provoquées par l'embargo ont été de 145 millions de dollars, aux frais essentiellement des horticulteurs. Une catastrophe qui s'est doublée d'une dévaluation de 30% environ de la monnaie locale. Alors les fermiers sont descendus dans la rue par milliers pour réclamer un doublement des subventions agricoles. Les producteurs de pommes sont désorientés. Ils ne savent pas quoi faire. Le marché européen s'ouvre difficilement. Puis, ce qui cause problème, c'est le fait que la majorité des variétés de pommiers ont été plantées pour la Russie et ne sont pas connues en Europe. Pour certains producteurs, l'accord de libre-échange avec l'UE, en vigueur depuis septembre, a ouvert une porte. Mais elle reste étroite. Sur une production annuelle de près de 400 000 tonnes de pommes, la Moldavie en a exporté 1% vers l'UE, alors qu'elle vendait la moitié de ses récoltes à la Russie. Mais pour les autorités moldaves, il faut voir plus loin, avec en perspective la fin d'une longue dépendance vis-à-vis du marché russe, très instable. L'effet à moyen et long terme sera positif sur l'agriculture et l'économie moldave, car nous avons appris à investir plus dans la qualité des produits.
Chișinău peut aussi compter sur une aide financière de l'UE. Une enveloppe de 64 millions d'euros destinée au développement de l'agriculture qui devrait apporter une graine d'espoir aux fermiers moldaves. Une petite transition et nous allons décortiquer la une du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin, un quotidien qui s'intéresse aujourd'hui à la ligne ferroviaire Cotonou-Niamey. Bien évidemment, ce sera avec mon confrère Casimir Pédia. Bonjour. Bonjour. Alors le Bénin et le Niger viennent de finaliser avec leur partenaire technique et financier Vincent Bolloré dans ce projet donc de ligne ferroviaire Cotonou-Niamey. C'est bien ça. L'accord a eu lieu le mardi dernier à la grande satisfaction des deux pays, le Bénin et le Niger bien évidemment. Le gouvernement béninois a été représenté par le ministre du Développement, de l'Analyse économique et de la prospective, Marcel de Souza. Il était de l'autre côté à Niamey, où le principal partenaire, qui est le groupe Bolloré, a été représenté par son PDG, Vincent Bolloré. Ils ont apposé le scientifique enfin sur ce document-là, et puis désormais, l'accord est signé, et d'ici la moitié de 2016, c'est-à-dire dans un an ou plus tard, le train doit pouvoir circuler entre Cotonou et Niamey. À combien justement s'élève cet accord qui vient d'être signé? Cet accord s'élève à environ 700 milliards de francs CFA, soit environ 1,7 milliard d'euros. Et l'aboutissement d'un long processus entre les trois partenaires, si j'ose parler ainsi, à savoir le Bénin, le Niger et le groupe Bolloré. Et quels sont les avantages de cet accord? Oui, il faut dire déjà que les rails vont à nouveau circuler au niveau des deux pays, ce qui permettra une certaine fluidité dans le transport. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis plus de 10 ans ou 15 ans pratiquement, le Bénin a des difficultés en termes de transport parce que les rails ont des difficultés, le train ne circule plus et donc ça a posé beaucoup de problèmes à l'économie nationale. Les infrastructures routières ont eu de sérieux problèmes au Bénin et actuellement ce n'est pas du tout la lune de miel au niveau du transport, donc bientôt les rails seront remis à l'endroit et c'est pour la satisfaction à la fois de l'État et aussi des opérateurs économiques qui pourront désormais faire mieux leurs affaires à travers les rails. Alors que devient l'accord signé entre le Béninois Samuel Dossou et l'État béninois dans le cadre de ce même projet? Il faut dire que le nouveau vocabulaire qu'on entend désormais de ces trois partenaires-là, c'est Béni Rail. Béni pour dire Bénin, Niger, Rail. Et donc, progressivement, l'OCBN est en train de disparaître de cet accord parce que, entre-temps, le Bénin, avec son partenaire qu'est Samuel Dossou, ont signé un accord qui aujourd'hui a posé trop de problèmes à ce partenariat-là. Et donc, progressivement, les deux États ont trouvé un consensus pour ne serait-ce que contourner. Et c'est vraiment dommage parce que jusqu'à présent, l'affaire est pendant devant la justice. C'est vraiment dommage qu'on puisse contourner cette difficulté-là facilement comme ça et qu'on aille vers une autre société parce que bien avant la signature de cet accord le mardi, les trois parties, si j'ose parler ainsi, se sont retrouvés au Palais des Congrès de Niamey pour finaliser les deux sociétés qui vont diriger désormais cet accord-là, à savoir la société Béni Infrastructure et Béni Exploitation. Donc c'est désormais ces deux sociétés qui auront la charge de l'exploitation et de la mise à disposition des matériels dans le cadre de cet accord. Donc l'OCBN, à savoir l'Organisation commune Bénin-Niger, est en train de disparaître progressivement de cet accord-là. On ne sait pas encore ce que cela sera dans les tout prochains jours parce que l'opérateur économique Samuel Dossou est toujours aux aguets et certainement va réagir d'un instant à l'autre pour se faire entendre parce qu'on a vu dans l'évolution de ce conflit-là, on l'a vu, il a porté l'affaire devant les juridictions communautaires et on attend toujours voir ce que cela va donner. Merci beaucoup Samuel. J'ai dit Samuel. Merci beaucoup Casimir Pédia pour toutes ces explications. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre journal de l'économie. Merci.
Nous sommes de retour dans le débat du jour consacré au Sénégal. Le Sénégal où le président Macky Sall compte changer son septennat en quinquennat. Un choix qui ne fait pas l'unanimité même au sein de sa famille politique, au point où on se demande si le chef de l'État pourrait finalement honorer sa promesse. On en parlait dans la première partie du débat. Nous allons donc retrouver la deuxième partie et ce sera juste après le flash d'information. Marie-Odette Lorouyon, l'influente responsable des femmes du FPI arrêtée pour trouble à l'ordre public, a été libérée jeudi après 6 jours de détention. L'arrestation de Marie-Odette Lorouyon, numéro 2 des femmes du FPI après Simone Gbagbo, est liée au conflit fratricide qui déchire le FPI. Le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop a demandé jeudi au Conseil de sécurité des Nations Unies d'accentuer la pression sur les rebelles du nord du Mali qui font toujours barrage à l'accord de paix d'Alger. Il a notamment invité le Conseil à adopter des sanctions si cela est nécessaire. Les Somaliens vivant au Kenya sont également victimes de la fermeture par les autorités kenyanes des compagnies de transfert d'argent. En l'absence de système bancaire en Somalie, ces transferts sont le seul moyen pour les Somaliens de recevoir l'aide financière de leurs proches à l'étranger.